Vous êtes publicitaire, communicant et vous pilotez la Diaspora Défense Force DDF. Alors ce samedi, 3 otages, donc comme je vous l'ai dit, ont été libérés. Ma première question, quelle a été votre réaction? Vous savez, depuis le démarrage, de cette phase de libération, bien entendu partielle, parce qu'on parle de libération partielle, on s'interdit réellement de partir dans des émotions un peu trop fortes. Pourquoi? Parce qu'il faut bien évidemment se réjouir déjà de retrouver les otages, première chose. Quelles que soient les conditions, quelle que soit malheureusement, le la contrepartie, on a libéré des otages et on voit bien, surtout après les 3 otages d'hier, qu'il était temps. Parce que vu l'état dans lequel ils sont rentrés, je ne sais pas comment ça se serait passé si on avait entendu encore quelques jours ou quelques semaines, supplémentaires. Donc première chose, on se réjouit entre guillemets qu'ils reviennent déjà de leur captivité, non pas sains et saufs, parce qu'on voit bien que leur état de santé est dramatique pour certains. Et puis il y a aussi ce qui est invisible, hein, c'est l'état mental et psychologique. Et on sait très bien que le post-traumatique est terrible, mais heureusement qu'Israël a des ressources, notamment la méthode 6C et d'autres, pour faire en sorte d'essayer d'apaiser un petit peu les traumas qu'ils ont reçus. Mais on est loin d'imaginer encore la réalité de ce qu'ils ont vécu. Deuxièmement, il y a bien entendu la sidération. La sidération, c'est de voir comment le Hamas profite de cela pour faire une opération de communication. Encore une fois, les objectifs de guerre, c'était un, détruire le Hamas qui dépose des armes et qu'on libère les otages. Ben là, aujourd'hui, on voit quand même que ils donnent l'impression de ne pas avoir du tout été décimés. Ils arrivent avec des vêtements tout neufs, avec des armes dont certaines récupérées sur les soldats israéliens morts le 7 octobre, des véhicules tout neufs. Ils ont une scène, c'est de la communication dont je peux en parler, c'est mon métier. Ils ont organisé une mise en scène scabreuse où on force des otages à saluer la foule avec un grand sourire, même si on sourit qu'avec les yeux, mais ils font des grands sourires comme ça avec leurs mains qui bougent comme Brejnev sur les dernières heures. On leur remet des goodies, on leur remet des diplômes. Est-ce qu'on se rend compte de l'horreur que continuent à subir ces otages? C'est-à-dire que on pense que nous, on les voit, c'est la libération, mais pas du tout. Le Hamas, tant qu'ils sont avec eux, leur font vivre une horreur. Et n'oublions pas qu'hier, on a dépassé toutes les limites de l'horreur avec l'un des otages qui a été obligé de dire: je suis heureux de retrouver ma femme et mes filles. Et on ne lui a pas dit, bien entendu, que sa femme et ses filles avaient été tuées le 7 octobre. Donc, la torture du Hamas dure jusqu'au bout. C'est sûr, mais en parlant d'images, est-ce que vous avez constaté les corps squelettiques et certaines personnes ont fait le parallélisme, si vous voulez, entre la pire horrible et l'image atroce des camps en 1945 et la libération de ces otages. Est-ce qu'on peut faire ce rapprochement entre le sort des otages à Gaza et la période la plus sombre de l'histoire du peuple juif? Oui, et puis aussi avec une rumeur actuelle. Vous savez, vous allez voir une vidéo dans les prochaines heures, minutes, qui est de dire pardon LFI. Ah oui, pardon, pardon à toute l'extrême gauche dans le monde. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Il y avait en fait un génocide en cours à Gaza. Sauf que le génocide en cours à Gaza, c'était justement nos otages qui le subissent. Quand on voit les 3 otages qui sont sortis hier, on a l'impression qu'ils sortent d'Auschwitz. Faut le dire. Il faut le dire. Ce serait lâche ou intellectuel de ne pas passer à côté de cette évidence. Donc là, oui, voilà, on voit qu'il y avait un génocide en cours. On voit des gens réellement affamés. Regardez, ils ont perdu, je sais pas, 25, 30 kilos chacun. Ils étaient méconnaissables. Quand vous faites le side by side, vous mettez côte à côte l'avant-après, on peut pas, même pas les reconnaître. Donc, oui, je tenais à dire, bien entendu qu'il faut le faire. C'est pas scabreux ou morbide, c'est même pas honteux ou maladroit. Parce que c'est vrai. Pas de tous les Palestiniens, mais au moins le Hamas et tous ses affiliés, même si aujourd'hui à Gaza il y a plus un peuple du Hamas que le peuple palestinien, ne veulent qu'un truc: l'extermination de tous les juifs en Israël et ailleurs. C'est clair, ils le disent, ils le montrent. Et il y a encore des abrutis, et surtout dans notre pays, qui ont des doutes en disant que ce sont des libérateurs, que ce sont des combattants. Non, ce sont des terroristes. Vous nous avez parlé de la Croix-Rouge. On a vu Ouais. un certain Nour Kadam. Alors Nour Kadam, pour nos auditeurs qui nous écoutent, il a été aperçu à de multiples reprises avec un kéfier comme Rima Hassan. Il est aussi d'origine syrienne. Est-ce qu'on a une preuve, selon vous, est-ce que ça constitue une preuve pour dire que la Croix-Rouge n'est pas si neutre que ça et qu'elle est à la fois juge et partisane? Mais attendez, pourquoi vous allez chercher juste ce qui s'est passé là il y a quelques jours? Vous vous rappelez pas dans les années 40 à 45, surtout entre 43 et 45, que la Croix-Rouge a fait des visites dans les camps de la mort en disant qu'il y avait des bonnes conditions d'hébergement et que les prisonniers se portaient bien? Ça vous surprend, vous encore? Que 80 ans après, la Croix-Rouge n'a pas arrêté de montrer que finalement, elle couvrait la haine des Juifs et leur assassinat, et on est encore surpris du rôle.
enfin du non-rôle ou du rôle collaborationniste de la Croix-Rouge avec le Hamas. Ils n'ont pas respecté leur propre éthique, leurs propres règles, d'aller au moins visiter les otages. Ils n'ont pas essayé. Ils n'ont même pas essayé de leur amener des médicaments. Pourquoi? Comme les mouvements comme Médecins sans frontières et les mouvements dits humanitaires, parce qu'en gros, il y a pas le choix. Ou vous êtes pro-Hamas ou vous n'entrez pas à Gaza. Donc ils préfèrent être pro-Hamas pour entrer à Gaza, récupérer, faire le Uber pour nos otages. Donc ce qui me sidère, moi, c'est de voir qu'on est encore surpris. En 2025, oh là là, vous vous rendez compte, la Croix-Rouge, comment ils ont agi? Mais ça fait depuis 80 ans qu'ils agissent comme ça. Ça fait 80 ans. Je vous dis qu'à Auschwitz, ils ont dit qu'il y avait de bonnes conditions de travail. Reprenez les articles, vous allez le voir. Donc, ils ne sont jamais intervenus pour sauver des juifs. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Alors justement, dernière question, Franck, un mot sur Donald Trump, sur l'actualité internationale. Il a fait un tollé, hein, vous vous souvenez très bien, cette semaine, en parlant de cette proposition d'un contrôle américain de la bande de Gaza et d'un déplacement de la population palestinienne vers ses voisins. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en pensez que c'est une bonne proposition? Déjà, on oublie quand même que Donald Trump, il parle pour lui et surtout pour les Américains. Il ne parle pas au nom des Israéliens. Ce qui est incroyable, c'est que on a plus demandé aux Juifs et aux Israéliens ce qu'on pensait de Donald Trump qu'aux Américains eux-mêmes. Vrai ou pas? Moi, j'ai pas vu, moi, d'interviews de personnalités américaines sur ce qu'a dit Donald Trump. Non, non, non. On a l'impression que c'est limite Bibi Netanyahou qui dicte, bien entendu, le discours à Donald Trump. Première chose. Donc, rendons à Donald ce qui appartient à Donald. Deuxièmement, qui d'autre s'est exprimé? Qui s'est exprimé? Qui a donné une idée pour Gaza demain? Qui a donné une idée pour que la cause palestinienne qui est morte depuis le 7 octobre devienne une problématique de résolution pour les peuples palestiniens qui veulent bien vivre en paix avec Israël? Qui a proposé quoi que ce soit? L'Égypte? La Jordanie? Le Qatar? Hein? Personne. Donc encore une fois, qu'est-ce que fait Donald Trump? Il propose. Pourquoi? Parce qu'il est le patron. Lui, il a la main. Lui, c'est le patron. D'ailleurs, vous avez bien vu depuis son élection, avant d'arriver à la Maison-Blanche, depuis le mois de novembre, regardez tout ce qui a changé. Regardez. Donc encore une fois, c'est bien de le traiter de dingue, de le traiter de fou, il n'est pas fou du tout. D'abord, ce serait vraiment, encore une fois, insultant et méprisant de notre part. Vous savez, les Français, on est parfaits. On le voit aujourd'hui avec la France indigne, qui n'indigne plus personne, à part les Juifs. Donc encore une fois, vous savez, il y en a marre de donner des leçons à tout le monde. Je ne dis pas que Donald Trump, c'est Machiar, mais il faut reconnaître que depuis qu'il s'exprime, les choses bougent. Merci beaucoup, Franck Tapiro. Je rappelle que vous êtes publicitaire, communicant et vous pilotez la Diaspora Defense Force Et DDF.